Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, en public et à l'école alsacienne, devant un public qui a bravé le marathon, et ça, il faut le faire, qui a donc réussi à traverser la Seine et qui a aussi bravé, et c'est encore plus difficile, plus méritoire et plus important et plus tonifiant pour nous, qui a aussi bravé un très beau temps qu'il fait sur Paris pour venir nous soutenir dans cette émission au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, qui lui n'a pas totalement vaincu le marathon et qui donc va nous rejoindre d'ici peu, qui est en tout cas annoncé comme étant sur la bonne rive de la Seine, avec Lucille Schmitt du comité de rédaction de la revue Esprit et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. D'abord, je vous annonce que notre prochaine émission en public aura lieu le 12 mai, non pas à l'école alsacienne, parce que le théâtre dans lequel nous sommes sera à cette époque incessamment occupé par les représentations de diverses pièces de Tchekhov données par les élèves, mais dans un lieu qui sera précisé sur notre site, le nouvel esprit public sans séparation.fr, d'ici peu de temps. Je vous annonce aussi que nous sommes écoutés désormais dans 159 pays. Nous comptons notamment 627 auditeurs à Hong Kong, 196 en Pologne, 115 au Liban, 11 au Guatemala et 1 au Tadjikistan. Nous les saluons tous. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il est consacré aux privatisations sous le titre « La Grande Braderie ». Jérôme Fourquet radiographie l'opinion publique. Vincent Martini examine le parcours qui va de Colbert à la Start-up Nation et Aurélien Bellanger a cette formule, digne d'Alexandre Vialat, « La forme normale du gouvernement, c'est la faillite de l'État ». Nous sommes soutenus cette semaine par la Grande Halle de la Villette à l'occasion d'un spectacle de danse contemporaine tout public intitulé Europium et les deux chorégraphes de la compagnie Rutelsrout, la grecque Linda Kapetanea et le slovaque Josef Fruček, font évoluer 5 danseurs dans des variations sur le thème du radeau de la Méduse, qui s'interrogent sur l'identité occidentale et qui dessinent peu à peu ce qui pourrait être les valeurs communes à l'Europe d'aujourd'hui. Ce spectacle est la première apparition parisienne de la compagnie Rutelsrout et il sera donné les 10 et 11 mai à 20h à la Grande Halle de la Villette. Vous trouverez tous les détails sur le site lavillettesansséparation.com. Vous avez compris que cette chorégraphie pour 5 danseurs, c'est une sorte de nouvel esprit public dansé, ce qui est évidemment une raison supplémentaire de recommander ce spectacle. Enfin, nous sommes soutenus par vous, nos souscripteurs, et nous allons maintenant remercier quelques-uns d'entre vous. Pour ma part, je remercie Frédéric Graziani, Daniel Louis, Hélène Rappet, Florence Chartier-Loman, Laurent Bloch, Marc Even, Vincent Descours et Antoine Boyer. Nicolas Bavrez. Je remercie au nom du Nouvel Esprit Public Adrien Lacombe, Ophélie Buisson, Daniel Vanier, Anne-Claire Michel et Nicolas de Bartilla. Oui, alors moi je remercie Catherine Biguet, Alain Fugit, Laurent Etier, Pierre Boigas et Peter Schaeffer. Richard Verly. Eh bien, pour le Nouvel Esprit Public, je remercie Nicolas Dubout, Arthur Goldamer, Philippe Tiffonnet, Rémi Fakouri et Fabien Nocard. Et alors, au nom de Jean-Louis Bourlange, in absentia ou par contumace, je remercie Michel Lantin, Manuel Tonneau, Catherine Frachis, William Pollet et Pierrette Mazelpeux. Je vous propose maintenant que nous entrions dans le vif de notre premier sujet, qui est le grand débat national, autrement dit la fin du commencement. Lancé le 15 janvier dernier par Emmanuel Macron, ce grand débat est la deuxième partie de la réponse de l'Élysée à la crise des Gilets jaunes, après des mesures sur le pouvoir d'achat annoncées le 10 décembre dernier. Alors que les réunions locales et le dépôt des contributions des internautes sur la plateforme granddébat.fr a pris fin le 15 mars, l'exécutif va devoir réaliser un exercice de synthèse important pour répondre aux attentes des Français. Le 8 avril,
Édouard Philippe a entamé la restitution du grand débat devant 500 personnes, parmi lesquelles des maires, des ministres, des directeurs d'administration centrale et des citoyens. Le Premier ministre a également présenté les conclusions de cet exercice devant l'Assemblée nationale mardi, puis devant les sénateurs. Édouard Philippe a dégagé 4 axes: une immense exaspération fiscale, une exigence de fraternité, de proximité, de liens quotidiens, une exigence démocratique et une exigence climatique. Il a ajouté que face au ras-le-bol, il y a, je cite, « qu'une direction à prendre, nous devons baisser et baisser vite les impôts ». Fin de citation. La plateforme en ligne du grand débat aurait attiré 506 000 contributeurs qui auraient apporté près de 2 millions de contributions. 1 364 000 contributions aux questions fermées et 569 020 contributions aux propositions ouvertes. Néanmoins, le journal Le Monde ainsi que le site Les Jours pointent le fait que la moitié des contributions n'a pas été prise en compte. La Bibliothèque nationale, chargée de la numérisation de toutes les contributions, n'aurait pas eu le temps d'en scanner l'ensemble compte tenu des délais fixés par le gouvernement. La synthèse présentée par l'exécutif ne sera toutefois pas la seule analyse du grand débat. Des chercheurs, des ingénieurs et des citoyens ont développé en parallèle d'autres modes de débat et d'autres outils de restitution. Depuis le 15 janvier dernier, le président de la République a participé à 16 débats, a rencontré et écouté 2310 élus, 1000 jeunes, 60 intellectuels, 350 femmes et 55 enfants. Il s'exprimera dans les prochains jours sur cette question. Richard Verly, je salue l'entrée inopinée de Jean-Louis Bourlange que nous espérions sans l'attendre. Voilà pour J'ai fait le marathon avec ça, j'ai pris beaucoup plus de temps que les autres. C'est quelqu'un qui fait un marathon avec 3 jambes, car je le dis pour les auditeurs de la radio qui n'ont pas l'image, c'est avec une béquille que Jean-Louis Bourlange nous est arrivé. Bon, fin du chapitre médical. Richard Verly, le grand débat. Oui, vous savez que souvent, pendant le mouvement des Gilets jaunes et ensuite même pendant le grand débat, la référence a été faite à la Suisse à cause du référendum. Et je vais prendre l'exemple des votations qu'on connaît en Suisse pour faire une comparaison avec le grand débat. Au fond, le grand exercice pour l'exécutif, lorsqu'il y a eu une expression populaire aussi massive que celle du grand débat, même si on peut discuter des modalités, et j'imagine qu'on y reviendra, c'est 3 choses. D'abord, il faut montrer qu'on a entendu. Et donc le grand enjeu pour Emmanuel Macron, comme a tenté de le faire Édouard Philippe, c'est de prouver qu'il a entendu et d'avoir entendu ce que les gens ont vraiment dit, et non pas d'avoir entendu des choses qu'il aurait eu envie de faire mais que les gens n'ont pas vraiment dit. La deuxième chose, ça va être de faire. Il va falloir faire vite. Autrement dit, les mesures annoncées vont devoir être des mesures applicables et non pas seulement des projets de mesures qui prendraient du temps et dans lesquels, immanquablement, ceux qui se sont exprimés ne se reconnaîtraient pas. Et enfin, la dernière chose, c'est de dire non, parce qu'évidemment, il va y avoir un certain nombre de mesures annoncées, mais il y en a énormément pour lesquels Emmanuel Macron, au nom du gouvernement français, va devoir dire non. Et alors là, pour moi, ça va être ça la grande interrogation. Comment dire non à un certain nombre de demandes dans un pays qui aujourd'hui reste quand même incandescent, qui a pris la parole à travers le grand débat, mais aussi à travers d'autres initiatives, vous l'avez dit, et qui n'a, me semble-t-il, pas très envie de s'entendre dire non, même si ce non est argumenté. Donc là, sur ces 3 points, je crois qu'Emmanuel Macron va devoir quand même faire mieux qu'Édouard Philippe, qui a listé des terrains prioritaires qui quand même globalement arranger le gouvernement, puisqu'on comprend qu'ils vont dans le sens de ce que le gouvernement voulait faire. La tâche d'Emmanuel Macron, ne serait-ce que parce qu'il a été mis beaucoup plus sur la sellette et il a été beaucoup plus ciblé, va être ô combien plus difficile que celle du Premier ministre. Lucille Schmitt. Oui, alors moi je pense que par rapport à ce que vient de nous dire Richard, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'abord un débat sur le grand débat qui est de dire au fond, ce grand débat était-il un vrai débat? Et ça, c'est un sujet évidemment qui est posé politiquement d'abord par les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes ont aussi débattu et soulevé un certain nombre de sujets. Et la question de comment est-ce qu'on fait au moins un peu interagir le débat ouvert par les Gilets jaunes, notamment sur le RIC, mais aussi sur les questions fiscales, les questions écologiques. On voit bien que les sujets qui ont été choisis par Emmanuel Macron et le gouvernement pour le grand débat étaient quand même influencés par ce qui s'était passé autour des Gilets jaunes. C'était une manière de répondre à côté et d'imaginer une perspective, alors que le mouvement des Gilets jaunes tourne en rond. Et tourne-t-il vraiment en rond? Aujourd'hui, on voit bien qu'il s'organise, qu'il se perpétue et qu'il y a un certain nombre de sujets qui continuent à être
mettre sur la table, que ce soit la question de la justice fiscale, que ce soit la question donc toujours du RIC. Et donc, interagir ou pas avec ce qui a été ouvert par les Gilets jaunes, c'est un premier sujet. La deuxième question qui est posée, c'est ce grand débat a-t-il vraiment été un débat démocratique? Pourquoi est-ce que je dis ça? D'abord parce qu'un certain nombre d'études qui ont été portées montrent que la participation, et c'est un truc classique, aux réunions publiques a été surtout le fait des classes les plus éduquées, des hommes plus que des femmes, des personnes d'un certain âge plus que des jeunes. Donc il y a un sujet de représentativité qui est posé. Personnellement, je pense qu'il n'est pas si important que ça parce que c'était pas quelque chose qui était avancé au départ. L'idée était plutôt d'ouvrir un nouvel espace public de réflexion et de dialogue entre ceux qui sont des représentants et les citoyens qui souhaitent participer. Mais c'est une question qui est posée lorsqu'un certain nombre de propositions seront faites par Emmanuel Macron. Est-ce qu'elles seront représentatives de ce qu'attend l'opinion publique? C'est un élément très important. Et par exemple, plusieurs articles ont été écrits sur l'idée que des sujets essentiels, par exemple pour les élections européennes, comme la question migratoire, n'ont pas été abordés dans le cadre du grand débat et que la sélection des 4 sujets permettait d'esquiver un certain nombre de questions à problème. La troisième chose importante, me semble-t-il, c'est que tout le monde dit mais il faut un Big Bang, c'est-à-dire qu'il faut qu'Emmanuel Macron propose quelque chose de très fort. Et lorsqu'on lit les contributions qui ont été faites au grand débat, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de le faire, moi je l'ai fait en tout cas sur la question écologique, ce sont essentiellement des réponses très individuelles, très atomisées. Et lorsque Édouard Philippe, en bon ancien maître des requêtes au Conseil d'État, nous trace les 4 axes, j'ai du mal en fait à reconnaître ce que j'ai lu dans les contributions. Je comprends que ce soit des orientations données au niveau gouvernemental, mais je ne suis pas sûre que les contributeurs vont s'y reconnaître. Et toute la question qui est aujourd'hui posée, c'est de faire une proposition de Big Bang qui en même temps ne donne pas l'impression à 99% de ceux qui ont contribué que ce qu'ils ont dit n'a servi à rien. Nicolas Bavrez. Bien, donc il y avait 3 moments dans cette tentative de désarmer cette crise des Gilets jaunes. Le débat, la restitution et l'intervention du président de la République. Et ces 3 moments, effectivement, posent tous des difficultés. Le grand débat, on l'a rappelé, on s'aperçoit que, faute d'avoir voulu l'encadrer du point de vue de la méthode, et je pense que là-dessus, un certain nombre de critiques émanant de Madame Joanneau étaient fondées, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui quand même des interrogations sur qui a vraiment contribué, qu'est-ce qui est pris en compte et quelle est vraiment l'ampleur et le contenu des réponses. Le deuxième moment, c'était la restitution. Et sur la restitution, c'est vrai qu'on a un double écart. D'abord, on s'aperçoit que les contributeurs, le premier écart, c'est Gilets jaunes et Grand Débat, c'est-à-dire que ceux qui ont participé au Grand Débat sont sociologiquement, politiquement très différents des Gilets jaunes. Et il y a un deuxième grand écart entre les contributions, on vient de le dire, qui ont été extrêmement diverses, atomisées, qui n'ont pas toutes été prises en compte, et puis la synthèse qu'essaie d'en faire le Premier ministre et qui est évidemment une synthèse où il essaye à la fois de tenir compte de ce qui a été dit et de sauver le programme présidentiel. Et la troisième ambiguïté qui va devoir être dénouée dans les prochains jours, c'est donc le temps de la décision, le temps de l'intervention du président. Et là-dessus, il est tenu par plusieurs choses. D'abord, il a déjà engagé 10 milliards d'euros sur des mesures et on ne voit pas trop comment il pourrait faire plus parce qu'il n'existe pas de marge financière. Le déficit est autour de 3,5% du PIB. La dette publique va approcher 100% du PIB. Donc on voit mal comment on pourrait rajouter mobiliser beaucoup d'argent. La deuxième ambiguïté, c'est que le président de la République a pesé très fortement sur le débat et il semble vouloir mener en même temps la campagne des élections européennes. Et la troisième chose qui est très importante, c'est que c'est la fin du en même temps. Et donc, cette fois-ci, il va falloir qu'il tranche sur un certain nombre d'options s'il veut donner des réponses et donc sortir de la philosophie du en même temps. Donc, c'est vrai que Emmanuel Macron va jouer le destin de son quinquennat dans la semaine qui vient et il va la jouer avec une équation qui est pratiquement impossible à résoudre. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit,
Les Français attendent un vrai aggiornamento. Ce qui est impressionnant quand même, c'est que précisément, on attend moins des mesures que finalement le fait d'arriver à refaire une nation à partir d'un pays qui est aujourd'hui complètement éclaté et d'un système politique qui a implosé en plein vol. Donc les Français demandent un nouveau pacte économique et social. Ils demandent aussi un nouveau pacte démocratique, la capacité à intervenir davantage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que c'est très difficile pour Emmanuel Macron de répondre. Pourquoi ? Parce que ce nouveau projet supposerait de remettre en cause le projet qui a été le sien pour l'élection présidentielle. Ça supposerait d'avoir une nouvelle stratégie politique. Ça supposerait d'avoir une nouvelle base sociologique et politique. Et ça supposerait d'avoir une nouvelle équipe. Et on voit mal comment il pourrait inventer tout cela dans un temps très concret et contraint. Et par ailleurs, la dernière chose que je trouve, et là peut-être est-ce qu'il a une marge de manœuvre, c'est que finalement, la principale demande, c'est une demande de reconnaissance et de prise en compte de la dignité des citoyens. Et c'est vrai que je pense que c'est pas simplement Emmanuel Macron, aussi certains de ses prédécesseurs, mais il a exacerbé tous les défauts du système avec un mode de gouvernement extrêmement égocentrique, autoritaire, centralisé, technocratique. Et la manière dont peut-être il peut reprendre la main, c'est d'espèce de casser ce mur du mépris qui s'est installé d'une manière générale entre le système politique et les Français, mais qu'il a terriblement durci. Donc je pense que la seule manière d'en sortir, c'est de remettre l'économie et la politique près des citoyens, mais ça veut dire faire exactement l'inverse de ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis qu'il a été élu. Oui, la récente nomination de la femme du porte-parole du groupe, Gilles Legendre, a une fonction importante à la Française des Jeux quelques semaines avant. La privatisation de la Française des Jeux ne va pas tout à fait dans ce sens, elle va plutôt dans le même sens que la nomination qui, elle, a été cassée par le tribunal, par le Conseil d'État, de Philippe Besson, hagiographe du président au consulat général de Los Angeles. Ces petites choses-là font, comme les petits ruisseaux, les fâcheuses rivières. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je suis dans une situation très difficile pour en parler, parce que j'appartiens à la majorité, j'ai été élu avec le soutien du président de la République. On aurait mis un sac de farine à ma place qu'il aurait été élu de la même manière. Donc il faut quand même minimiser sa responsabilité, ses prouesses personnelles dans cette opération. Et je dois dire que depuis le début de cette opération, je suis saisi d'une sorte d'incompréhension profonde sur le sens de cette affaire. Alors je sais bien que j'appartiens à l'ancien monde, que j'ai tous les défauts de ce qu'on appelle, sans aucune valeur laudative, les sachants. C'est-à-dire je suis à la fois prof de lettres et haut fonctionnaire, étant passé par l'école la plus haïe de France actuellement. Et donc, dès qu'on émet quelque chose à partir d'une documentation, d'une réflexion, on est considéré comme dans l'abus de pouvoir. Et pourtant, je crois qu'on ne peut pas faire de politique comme on l'a fait depuis quelques mois. Je comprends très bien le président de la République, et je trouve qu'il a été à la fois formidablement courageux sur le plan personnel et habité par une flamme et par un talent tout à fait remarquable. Il a quand même vraiment, comme on dit, payé de sa personne. Il a multiplié les débats, il a des débats interminables, il s'est prêté au jeu. Il a cédé à ce que Jesse Pitts appelait, quand on analysait les caractéristiques de la société française dans les années 60, le culte français de la prouesse. Mais le culte français de la prouesse, c'est bien, mais qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui dans l'échiquier politique, sur la scène politique ? Je pense que on ne peut pas faire de politique sans une offre politique. L'économie de l'offre par rapport à l'économie de la demande, ça se discute. Mais la politique de l'offre, c'est une nécessité. Les hommes, les femmes politiques qui se présentent au suffrage disent, ou pensent en tout cas, ce qu'ils vont faire, ils le savent, ils le mettent en ordre. Et ça implique des choses
bien précises. Ce que Tavuelo dit dans son livre sur qui veut gouverner, comment gouverner un peuple roi, c'est d'abord de l'application. Là, on oublie toujours que le pouvoir représentatif, c'est le pouvoir de gens qui s'appliquent à la politique, qui s'appliquent à réfléchir aux problèmes du pays, qui s'appliquent à mesurer les solutions, les incompatibilités, les priorités, qui s'appliquent à recueillir la documentation. Ça ne demande pas d'être génial, ça ne demande pas d'avoir fait les grandes écoles, mais ça demande d'être totalement impliqué dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire de fin de soirée où on dit « Ah, il n'y a qu'à Faucon, on va faire ça ». C'est extrêmement difficile. Je cite souvent le mot de Max Weber, la politique consiste à tarauder des planches de bois dur. Là, nous avons un problème extrêmement fondamental dans cette société, qui est le type même du problème qui n'a pas été aperçu par les conseillers du président tels qu'ils viennent de le formuler dans leur livre, Amélien et Amiel, ils disent, notre problème c'est de maximiser les pouvoirs de l'individu. Non, l'individu se porte très bien actuellement et il défend ses propres pouvoirs avec une énergie inconsidérée. Le problème du pays, c'est celui que pose Fourquet, c'est celui que posent d'autres gens, c'est un problème de solidarité. Comment faire un corps politique, un corps social uni à partir de cet archipel de provinces séparées. Donc il y a d'abord ce diagnostic. Et quand on demande à tous les individus ce qu'ils pensent, on ne fait pas avancer d'un pas le problème de la solidarité. Donc il y a au départ un problème de fond. Deuxièmement, il faut être documenté. Je suis frappé du fait qu'on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi sur tous les sujets. Par exemple, je donnerai un seul exemple, l'accès aux services publics. La Cour des comptes vient de faire paraître un rapport, je ne dis pas que ce soit un rapport définitif sur la question, sur l'accès aux services publics en zone rurale, où elle montre de façon, je crois, convaincante que l'argent distribué au profit de nos compatriotes dans les zones rurales est beaucoup plus important individuellement, mais elle montre d'autres choses dans ce rapport, que dans les zones urbaines. Ça mérite d'être versé au débat. On ne peut pas réfléchir à une résorption des inégalités territoriales si on n'a pas un certain nombre d'éléments, savoir comment se pose le problème des services publics. Bon, c'est un exemple, mais dans tous les domaines. Troisièmement, le problème de la France, c'est pas simplement le problème de chaque Français individuellement. Il y a une carence énorme sur la France dans ce débat, sur sa place dans le monde, sur l'Europe, sur l'armée. L'armée, on ne l'a cité que d'une seule manière, en disant voilà l'argent qu'on peut prendre, on va la prendre pour le général de Villiers, que par ailleurs on veut certains veulent nommer chef de l'État, n'a que ses yeux pour pleurer parce qu'on veut lui piquer ce qui reste d'argent à l'armée pour le donner aux gens. Tout ça n'a absolument aucun sens. Moi, je crois, et nous sommes au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'on a fait ? C'était clair dès décembre, on avait des débats qui étaient très importants et très identifiables. D'abord, la démocratie. Qu'est-ce qu'on fait du Parlement, des 2 chambres du Parlement ? Comment articuler le pouvoir local et le pouvoir présidentiel, le pouvoir national, pardon. Comment articuler la revitalisation de la démocratie représentative avec une meilleure participation des Français. Ça se formule il y a des perspectives, il y a le RIC, il y a tout ça. Tout ça devait être analysé. On en mesurait les inconvénients, on ne l'a pas fait. Deuxièmement, on avait le partage de la facture sociale de la transition énergétique. Il y a des analyses très précises qui ont été faites sur le coût, et là très, très justifié, qui explique l'explosion de l'automne dernier, que personnellement je n'avais pas vu venir. Et je m'en veux, enfin là je plaide tout à fait coupable sur le coût social que représentaient les modifications de la législation de la fiscalité sur les carburants. Là, il y avait une vraie réflexion à faire, comment mettre au point un système simple de péréquation d'un certain nombre de choses. Troisièmement, on a un problème de financement des collectivités territoriales. On n'a plus de fiscalité locale. Il ne suffit pas de dire est-ce qu'on va enlever, rajouter, fractionner la taxe d'habitation. Il faut dire
comment les collectivités territoriales doivent-elles vivre, comment les services publics locaux doivent-ils être financés. Il y a des solutions, il y a des problèmes, il faut les poser. Et enfin, la fiscalité, entre l'exigence de la croissance, en quoi une fiscalité sert la croissance, là c'est comme ça qu'il faut poser le problème de l'ISF, le problème des impôts de production, en quoi la fiscalité sert la justice. Tout ça, tout ce travail préalable n'a pas été fait. Nous sommes 4 mois après, nous bâtissons sur du sable et effectivement le président de la République est dans une situation terrible parce que l'accumulation des désirs lui rend la tâche impossible. Il ne peut pas ne pas décevoir, il peut au mieux ne pas faire de bêtises, au pire en faire beaucoup, mais en tout état de cause, il ne peut que décevoir. C'est une situation extrêmement préoccupante. Richard Verly. Oui, pardon, cher Jean-Louis, je trouve que tous les éléments que vous venez de citer sont absolument réels, tous les problèmes se posent, mais moi j'ai peur qu'ils reflètent une autre tentation permanente française, qui est la tentation de l'interminable débat. Il y a un moment donné où il faut quand même s'arrêter. Il me semble que, quels que soient les contours du débat, et on a dit qu'ils peuvent être contestés, une consultation significative a eu lieu. Le dépouillement des résultats va permettre d'avoir une idée, encore une fois, significative de ce que veulent un certain nombre de Français dans un certain nombre de domaines. Je suis désolé. Significatif, ça ne veut pas dire représentatif. Non, mais pas significatif. Je suis désolé, mais pas significatif. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on le savait il y a 3 mois, que les Français ne veulent pas... Enfin, tout, c'est normal, c'est l'expression du désir. Vous dites... Je finis, excusez-moi. Vous dites... La spécialité de Jean-Louis, ce sont les fins. Le débat doit s'arrêter. Moi, je dis à un moment où le débat doit commencer. On pourrait l'arrêter aujourd'hui s'il avait commencé en décembre. Il n'a pas été mené sérieusement. On ne construit pas sur du sable. Richard Verly. Alors, admettons qu'il doit être poursuivi. La réalité concrète, c'est qu'il est terminé. Et c'est sur cette base que le président de la République va s'exprimer. Or, moi, je pense qu'il y a 2 défis, outre ce qu'on vient de dire. Le premier défi, pardonnez-moi d'être très terre-à-terre, c'est d'annoncer des mesures que les gens comprennent. Parce qu'il y a quand même chez Emmanuel Macron et dans ce gouvernement une difficulté depuis le début, c'est qu'on annonce des gens, et les annonces du 10 décembre auxquelles vous avez fait référence, les fameux 10 milliards avec la prime d'activité, personne n'y a rien compris. Donc là, il y a un devoir de prendre des mesures que les gens comprennent et dont ils comprennent qu'elles vont effectivement avoir lieu. En tout cas, toute la partie gilet jaune de l'opinion va être extrêmement attentif à ça. Et enfin, quand même, pour positiver, il y a une chance. Au fond, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'Emmanuel Macron a été élu en partie sur une promesse, d'ailleurs, il a beaucoup utilisé ce mot, qui était de transformer la France avec les Français. Il a d'ailleurs, dès le début, préféré le mot « transformer la France » au mot « réformer ». Eh bien, peut-être que là, pour cette deuxième partie du quinquennat, il y a la chance de transformer effectivement le pays avec l'aide de la population, alors que les 2 premières années, et c'est tout le drame de ce qui s'est passé, ont consisté à transformer la France contre une bonne partie de l'opinion. Donc quand même, donnons cette chance, elle va être dure à saisir, c'est le fil du rasoir, ça coupe, ça peut faire mal, mais les funambules, ça existe. Je ne sais pas si Emmanuel Macron le fait, mais espérons qu'il a pris des cours. Moi, je suis un peu inquiet par l'utilisation d'un vocabulaire qui a tendance à penser qu'il suffit à transformer la réalité. Par exemple, quand on dit de quelque chose que ça va être déceptif, au lieu de dire que ça va être décevant, je me demande toujours ce que ça cache. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois que je réfléchissais à cette question du débat et je me disais que le sujet posé, c'est qu'un débat, c'est un moment d'intelligence collective. Et on a bien vu que pendant ce débat, un certain nombre de ministres se sont impliqués fortement. On a vu donc le Premier ministre faire une synthèse avant le chef de l'État. Et toute la question, c'est est-ce qu'il en sortira davantage de collectif qu'auparavant, alors que nous sommes totalement obsédés par Emmanuel Macron. D'ailleurs, nous attendons impatiemment qu'il nous dise ce qu'il veut faire, de façon à pouvoir le critiquer ou l'approuver. Or, comme vient de le dire Jean-Louis, la question de la France est posée, et la question est donc posée de notre existence collective et de la question démocratique. Comment est-ce que l'intelligence collective peut être renforcée après ce grand débat? C'est un point qui n'a pas été résolu par le déroulement du débat. Pourquoi? Parce qu'à un certain nombre de moments, lorsqu'Emmanuel Macron s'est impliqué, il n'a pas pu résister, sans doute, à ce qui est sa grande qualité et en même temps son principal défaut, l'idée que tout seul, il peut convaincre tout le monde. Et donc, je pense que, par exemple, moi, j'ai regardé une partie du débat France Culture avec les intellectuels.
J'ai lâché au bout d'une heure parce que je me suis dit, mais là, il n'y a pas d'interactivité. Et donc, je me pose la question, après ce grand débat, de davantage d'interactivité entre le gouvernement et la société française, davantage d'interactivité entre des citoyens qui ne se disent pas, mais tout est joué à l'avance, et donc davantage d'interactivité entre ces élites françaises à la fois haïes et admirées, parce qu'il y a une sorte d'ambivalence fondamentale. En ce sens, je trouve que le fait qu'Édouard Philippe ait invité les directeurs d'administration centrale à la restitution du grand débat qu'il a fait était très intéressante, parce qu'il y a un sujet sur la question de l'État et des services publics autour de ce grand débat. Il y a à la fois une demande de services publics énorme qui est remontée et qui est exprimée par les Gilets jaunes et aussi dans le cadre des contributions. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de commun. Et au fond, il y a autour de la question de l'État une grande ambivalence de ce gouvernement, puisque Édouard Philippe nous dit on veut plus de services publics, mais on va mettre moins d'impôts. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément contradictoire. Et donc, je trouve que sur la question de l'exemplarité de l'État et de la fonction publique, ce qui va tout à fait contre ce qui est fait autour de la Française des Jeux, par exemple, il y a un enjeu pour le gouvernement fondamental. Comment peut-il remettre au service de la société, notamment des plus démunis, ces services publics ? Peut-être qu'on y consacre beaucoup d'argent selon la Cour des comptes, mais quand on veut se soigner dans certaines régions rurales, Jean-Louis, on n'y arrive pas. Donc il y a un vrai sujet sur inégalité de santé, inégalité de services publics. Bon, pardon Jean-Louis. Mais autour de ça, autour de les instruments que le gouvernement va trouver pour satisfaire ces demandes sociales, il y a quelque chose de profond. Et de recréer du collectif, il faut qu'Emmanuel Macron accepte aussi de déléguer davantage à ses ministres. Nicolas Bavrez. On a une mauvaise nouvelle supplémentaire pour le président de la République, c'est que visiblement, en écoutant Jean-Louis Burlange, apparemment le bonhomme n'est plus décidé à servir de béquille à LREM. Je ne suis pas représentatif du modem, loin de là. Je les aime beaucoup, c'est tout. Et au gouvernement. Non, mais le président de la République a deux choses à faire qui sont deux choses très compliquées. D'abord, il faut le rappeler, il faut essayer de désarmer la charge politique du mouvement des Gilets jaunes. Et ça n'est pas fait. On le voit samedi après samedi. Donc les violences se perpétuent. Et par ailleurs, au-delà des violences, on a un mouvement qui tend à se structurer et qui va donc peser durablement sur en tout cas sur le président de la République, sinon sur la vie politique française. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. La deuxième chose, c'est qu'il faut retrouver non seulement un élan et un projet, mais il faut que le président de la République arrive à changer de posture et à retisser le lien avec les Français. Donc, sur le fond, ça a été très bien dit par les uns et par les autres. Il y a quelques grands thèmes. Le pacte économique et social, comment on essaye quand même de faire repartir la croissance, comment on lutte contre le chômage de masse, qui est quand même un des grands angles morts de cette discussion, comment on essaye de mieux répartir les richesses à l'intérieur des entreprises avec l'intéressement à la participation. Ensuite, on a un gros bloc État, ça a été rappelé, deux problèmes majeurs, et ça qui sont très sérieux et qui ont été négligés, éducation et santé. L'éducation est un thème fondamental, et puis la sécurité. Et enfin, la démocratie. Comment est-ce que la démocratie et la nation, comment est-ce qu'on fait participer les gens? Comment est-ce que sous ce vocable de fraternité, à partir d'individus qui sont complètement atomisés, on refait une communauté de citoyens? Et ça suppose effectivement un changement complet de la ligne du quinquennat. Ce qui a été dit par Richard Verly, c'est que d'une certaine manière, c'est vrai que ça reviendrait à renouer avec la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, qui avait été très ancrée dans l'appel à la société civile, mais dont on a vu ensuite que ça n'était que des mots. Donc c'est ce changement de posture et de style qui est fondamental. Le grand risque, c'est que pour l'instant, sa réponse, c'est en réalité la même que Donald Trump, c'est-à-dire la campagne électorale permanente. Donc la campagne avec le grand débat, maintenant la campagne des élections européennes dans laquelle apparemment le président de la République veut intervenir en participant à des meetings de la liste La République en marche. Et ça, je crois que si Emmanuel Macron persiste là-dedans, eh bien, il va au-devant de graves problèmes parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'attendent les Français.
Si vous pouvez m'y aider, je cherche pour lui rendre hommage le nom de celui qui a écrit Emmanuel Macron va devoir affronter des problèmes de fin de mois. Mais moi, c'est MOI. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je voudrais... Je crois profondément que le débat est nécessaire. Je pense que ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas débattre sur rien. Je crois avoir cité un jour, j'avais un oncle, mon oncle Robert. Très gentil, mon oncle Robert. Il avait été courageux, il avait fait la 2e DB, il a fait l'Indochine, ensuite il a viré OS, c'était dommage. Mais, et mon tonton, il avait une maxime qui m'avait beaucoup impressionné quand j'avais 10 ans. Moi, mon gars, les problèmes, je les résous avant de les poser. Et c'est sans doute, et ça explique sa dérive vers des choix politiques malheureux. Bon, mais eh bien ça, je crois que c'est ça le problème le problème du grand débat, c'est qu'au départ, il fallait avoir le courage d'être accusé de sachant, de techno, d'être en haut, d'être tout ce qu'on veut, de dire voilà, dans la France d'aujourd'hui, quels sont les 4 grands chantiers que, en tant que politique, j'estime nécessaire de résoudre. Ensuite, faire un travail avec des parlementaires ou avec des fonctionnaires ou avec des gens de la société civile, mais un travail rapide de 2 mois pour expliquer les voies, pour donner les informations. Il y a eu un moment, un petit effort qui a été fait quand on a donné où allait l'argent public. On a fait un grand tableau et on a dit voilà l'argent public, est-ce que ça va aux députés, au gouvernement, à la défense, au système social, et on s'est aperçu à ce moment-là que l'essentiel c'était le système social, et que si on voulait faire des économies, c'était en réfléchissant sur ce système et non pas en parlant du train de vie de l'État, ce qui est un mot qui ne signifie rien. Le train de vie de l'État, ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est que ce n'est pas le train de vie des citoyens. Ça veut dire, le train de vie de l'État, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas directement, puisque nous sommes, nous, des citoyens, nous ne sommes pas l'État, alors que l'État, c'est nous, chacun sait ça. Bon, eh bien, c'est ça qu'il fallait éviter. Il fallait poser ces problèmes. Ils n'ont pas été posés, et je pense que si on avait ça, on aurait eu plusieurs options, parce que je crois que le débat doit avoir lieu. Le débat doit être ouvert. Mais je rappelle ce que disait Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir. Ce n'est pas accumuler, additionner, multiplier les désirs, oublier les autres. C'est un débat qui est extrêmement difficile à traiter par le président de la République. Moi, je crois qu'il a un talent extraordinaire, un très grand courage, une analyse, une compétence technique qui s'est révélée dans les réunions publiques auxquelles il a assisté, mais il ne peut pas. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est le mot transformer. Moi, je suis gêné par le transformisme. D'abord parce que j'ai mes souvenirs de la démocratie italienne, c'était la philosophie du regretté Giolitti qui a conduit directement au fascisme, parce que transformer, ça consistait à ne rien changer pour que tout reste pareil. Et on faisait semblant, etc. Giolitti était un manipulateur, donc je n'aime pas ce mot. La deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est à la métamorphose de Kafka. Et je trouve le transformisme, je n'aime pas l'idée de l'homme transformé, de l'homme augmenté. Ce sont des choses, alors que je n'aime pas, il y a des gens qui aiment, je comprends très bien, mais je pense qu'il y a une très grande pression, une très grande attente dans le corps social de conservatisme au sens le plus noble du terme. Le premier du conservatisme en question, c'est celui de la planète. Nous ne voulons pas détruire la planète. Le second, c'est la démocratie représentative. Nous l'avons construite, nos pères, nos grands-parents. Nos pères pour les miens, les grands-parents pour les plus jeunes d'entre vous ne sont pas les plus nombreux. Bon. Mais, eh bien, nous avons construit une démocratie représentative qui a tranché avec les systèmes autoritaires d'avant la guerre. La troisième, c'est une économie d'initiative ouverte et en même temps régulée, qui est fragilisée par la mondialisation, mais qui a apporté une immense prospérité, une immense solidarité. Et la dernière chose, c'est le lien entre la solidarité sociale et l'économie de marché. Ça, c'est un socle fondamental qui est contesté par les populistes de droite et de gauche et auquel nous sommes nombreux à être attachés. Donc je crois que faire des changements, faire des réformes, c'est nécessaire, mais pour conserver ce précieux capital, ne jamais oublier que ce qui a été fait en Europe depuis 1950, c'est ce que l'Europe a fait de mieux tout au long de son histoire, et ce que les Français ont fait de mieux tout au long de leur histoire. C'est quand même mieux de faire ce qu'on a fait depuis 1945 que de faire des
dragonnades et de révoquer l'édit de Nantes. Je dis ça devant un Genevois. Merci. Je vous propose que nous nous intéressions à d'autres endroits où c'est un grand désordre, nous n'en avons pas le monopole, et que nous disions un mot du Brexit, dont d'ailleurs nous n'aurons pas l'occasion, pas plus que des mesures du président de la République, de parler la semaine prochaine, car la semaine prochaine, selon une tradition antique et solennelle, l'émission sera une émission thématique. Elle est déjà enregistrée, ce qui fait que je peux me permettre de vous la recommander, avec Joseph Baout sur la Syrie, et je pense que peu de gens ont pu, autant que lui, expliquer de manière aussi claire et aussi nuancée quelle est la situation en Syrie aujourd'hui. C'est donc du Brexit que je voulais parler, puisque, encore une fois, nous n'en parlerons pas la semaine prochaine. Le Conseil européen, le 10 avril, a entériné un nouveau report du Brexit jusqu'au 31 octobre. La veille de cette décision, Theresa May, la première ministre, s'était rendue à Berlin et à Paris pour demander un délai supplémentaire. S'opposant à l'Allemagne et aux adeptes de l'extension longue, tels que Donald Tusk, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker et une bonne quinzaine de pays membres, Emmanuel Macron, Emmanuel et non pas Manuel, nous ne sommes pas intimes, qui souhaitait une extension courte au 30 juin, a été contraint au compromis. Il a néanmoins obtenu des garanties visant à protéger le fonctionnement des institutions européennes à 27. Londres pourra d'ailleurs quitter l'Union européenne avant cette date, dès que son Parlement aura ratifié un accord. Cependant, le Conseil européen a mis le Royaume-Uni dans l'obligation d'organiser les élections au Parlement européen, je cite, s'il est encore membre de l'Union les 23 et 26 mai, et s'il n'a pas ratifier l'accord de retrait d'ici au 22 mai 2019, fin de citation. S'il ne remplit pas cette obligation, le départ du Royaume-Uni aura lieu le 1er juin de cette année. Jeudi, à la Chambre des communes, Theresa May indiquait qu'en tant que Première ministre, elle n'était pas prête à reporter le Brexit au-delà du 30 juin et qu'elle comptait bien parvenir à un accord avant d'avoir à organiser les élections européennes dans son pays. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Alors je crois que ce qui est très intéressant, c'est que cette semaine, on a inventé donc une nouvelle manière de qualifier le Brexit, c'est le Halloween Brexit, comme on dit, puisque le 31 octobre, c'est aussi Halloween, et les Britanniques qui ne sont jamais avares, au moins d'humour, par rapport à une situation à laquelle plus personne ne comprend rien, y compris les Anglais, on fait valoir le côté Halloween avec le fait tout simplement que dans ce cas-là, ils devraient participer aux élections européennes et élire des députés donc pour quelques mois, députés qui joueraient un rôle fondamental ensuite lorsqu'il s'agit de désigner par exemple le président du Parlement européen ou la présidente. Et je tiens à rappeler que ça risquerait effectivement de modifier profondément les perspectives, puisque dans tous les sondages qui avaient été réalisés, les conservateurs, enfin du PPE, étaient censés emporter assez facilement les élections européenne qui s'annonçait, et que si les conservateurs britanniques y participent, ils vont sans doute perdre les élections assez largement par rapport aux travaillistes, et que donc le rapport de force serait profondément modifié au Parlement européen, et que le Britannique donc modifierait profondément l'équilibre institutionnel européen pour y rester quelques mois. Donc c'est une emmerde, y compris ce Halloween Brexit, y compris pour tous les autres, pour les 27, l'ensemble des 27. La deuxième chose qui me semble intéressante, c'est que en organisant ce Halloween Brexit, c'est aussi une nouvelle poudrière, parce que s'il y a des élections européennes au Royaume-Uni, ça signifie que Theresa May, fort probablement, va les perdre, comme je viens de le dire, que les travaillistes vont les gagner, et qu'on sait que Jeremy Corbyn est quelqu'un qui a l'esprit extrêmement confus, notamment sur ce sujet. On sait que donc Theresa May sera affaiblie, et que du coup, imaginez que sorte de la Chambre des communes quelque chose de plus simple et de plus clair si les élections ont lieu, c'est en fait une gageure on sait déjà que ce ne sera pas le cas. Donc imaginez, en repoussant l'échéance du Brexit, que les choses vont se passer mieux, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne tient pas le coup. Alors, la deuxième chose qui est importante, c'est que Emmanuel Macron était le seul, quelque part, à dire que justement, il ne fallait pas repousser, et que pourtant, il n'a pas été suivi. Pourquoi ? Parce que, on revient à ce qu'on vient de dire, il a une certaine incapacité à faire du collectif au niveau européen, qu'il s'est retrouvé isolé, peut-être parce qu'il avait dit trop à l'avance et d'une manière trop claire qu'au fond, c'était une erreur de repousser le Brexit. Et Angela Merkel s'est fait un plaisir d'aller accueillir Theresa May, ce qu'elle n'avait pas fait lorsque Theresa May était venue à Berlin, au vu et au su de tous, et de montrer ainsi que le couple
franco-allemand et la relation entre Emmanuel Macron et Angela Merkel avait pris un coup de froid. Ça, je pense que c'est un deuxième point très important. Je terminerai juste, Philippe, je sens que vous vous impatientez plus rapidement que vis-à-vis de certaines autres personnes, mais je ne dirais pas que c'est sexiste. Je terminerai juste en disant une chose, c'est que... Je suis dans la position du président Macron, il faut que je donne tout à tout le monde. Mais pas à la Française des Jeux, quand même. Donc, y compris en Grande-Bretagne, l'opinion publique n'y comprend plus rien et les Britanniques restent profondément divisés. C'est-à-dire que tous les sondages qui sont faits montrent au fond du 50-50 et que 3 ans après le référendum, au fond, les choses n'ont pas bougé. Moi, je crois que c'est ça qui est extrêmement inquiétant et en même temps assez palpitant. Et je terminerai juste en disant que si vous avez regardé comme moi certains lives à la Chambre des communes, vous n'avez pu qu'être frappé du fait que la tradition parlementaire britannique est profondément différente du crétinisme parlementaire français. Il y a là de merveilleux orateurs, il y a une théâtralité remarquable et en même temps qu'on n'y comprend rien. Que pense la reine? Je terminerai en disant ça. Quelque part, on se dit en voyant ce qui se passe en Angleterre qu'avoir Emmanuel Macron peut avoir du bon parce que la question de la détermination et de la capacité à savoir terminer quelque chose apparemment manque profondément dans le système constitutionnel britannique. Nicolas Bavrez. Alors, je pense que les Britanniques ont inventé effectivement un nouvel objet politique, c'est ce qu'on pourrait appeler le neverandum. Et que de même qu'il y a un débat sans fin chez nous, il y a un référendum et un Brexit sans fin chez eux. Donc, comme on l'a dit, le blocage est complet. Côté Parlement britannique, maintenant, c'est un peu comme un référendum en France, c'est-à-dire, quelle que soit la question, la réponse est non. Voulez-vous le Brexit? Voulez-vous le Remain? C'est non pour tous les deux. Voulez-vous un deal? Non. Voulez-vous un no deal? Non. Voulez-vous un délai bref? Non. Voulez-vous un délai long? Non. Voulez-vous Madame May comme Premier ministre? Non. Voulez-vous qu'elle parte? Non. Voulez-vous du résultat du référendum? Non. Voulez-vous un autre référendum? Non. Bon. Donc, c'est un système qui est complètement bloqué. Et donc, c'est la deuxième photographie de trou noir de la semaine. Alors, sur le fond, c'est beaucoup de bruit pour rien, parce que, comme l'a rappelé Lucille Schmitt, sur les grandes questions qui sont posées par le Brexit, on est complètement bloqué. Comme la question de l'union douanière, aucune solution. La question de la circulation, de l'immigration, aucune solution. Et surtout, ce qui est le plus important politiquement, le plus gros risque, la frontière irlandaise, là encore, aucune solution. Donc, ce délai supplémentaire, pour l'instant, on ne voit pas trop ce qui va en être fait, ni à Londres, ni à Bruxelles. L'élément nouveau, en revanche, c'est que, de fait, les Britanniques ont réussi ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire à exporter ce trou noir de Londres vers Bruxelles. Jusqu'à présent, les 27 avaient été unis et cette unité s'est rompue donc dans la nuit du 11 ou 12 avril avec un désaccord d'abord entre 10 et 17 et ensuite un désaccord franco-allemand et pour finir un isolement complet du président français. Et derrière, c'est vrai que Emmanuel Macron a été, là encore, extrêmement maladroit, mais que les questions qu'il posait étaient des questions sérieuses. Parce que, on l'a dit, on va faire une élection au Royaume-Uni qui n'a aucun sens. Il va quand même y avoir une fragilité juridique très forte sur le Parlement, mais aussi sur tous les postes qui vont être, puisque les parlementaires britanniques vont aussi voter sur les membres de la Commission et le président ou la présidente de la Commission. Et le Brexit va continuer à accaparer complètement l'agenda européen, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il faudrait travailler sérieusement. Donc, la conclusion de tout ça, c'est toujours la même, c'est que les raisons profondes de ce désastre, c'est la démagogie. Et Charles Péguy le disait très bien, les promesses des démagogues sont éphémères, mais leurs ruines sont éternelles. C'est exactement ce qui se passe au Royaume-Uni, et c'est ce qui se passera partout ailleurs si nous laissons les démagogues jouer leur jeu sans résistance des citoyens ni du système politique. Richard Verlet. Oui, alors, il se trouve que j'étais à ce sommet de Bruxelles. J'ai fait partie de ces journalistes qui ont quitté le bâtiment du Conseil européen à 4 heures du matin après avoir entendu les dirigeants du 27 tour à tour sortir de leur salle à peu près 2 heures.
Eh bien moi, je suis moins pessimiste que ce qui vient d'être dit, non pas sur la confusion elle est totale, on est absolument d'accord, non pas sur les problèmes au Royaume-Uni dont on voit bien que les dirigeants politiques britanniques n'arrivent pas à se dépêtrer, mais je suis plus optimiste sur ce qui est sorti de ce sommet. Optimiste au sens où il me semble qu'il y a deux choses quand même qui sont sorties et qu'il faut dire. Premièrement, d'accord, on fait du Merkel bashing, c'est toujours facile, mais il me semble qu'il y a quand même une chose que dit clairement Madame Merkel à travers sa volonté de laisser durer le Brexit, et je vais le dire en anglais, c'est « It's the economy, stupid ». Madame Merkel et les Allemands pensent qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas prête à un no deal. Et alors, pardon, mais Emmanuel Macron, qui avait expliqué que la France y était prête, qu'on peut y aller, eh bien, au bord de la falaise, à nouveau, il a calé. Parce que la falaise, elle est peut-être plus profonde que ce que l'on veut bien dire en France. Et je crois quand même, écoutons un peu les Allemands, quand ils disent « il y a danger », ils pensent évidemment à leurs exportations automobiles, c'est toujours comme ça, mais ils ont peut-être de bonnes raisons de croire que l'économie européenne, dans l'état flageolant où elle est actuellement, ne pourrait pas se permettre un no deal. Et alors là, très franchement, je pense que c'est quelque chose de sérieux et qu'il faut y prêter attention. Deuxièmement, les élections européennes. Alors c'est totalement abracadabrantesque, pour reprendre une expression connue en France, expliquer qu'un pays sortant qui a activé l'article 50 de retrait va quand même devoir tenir des élections européennes, peut-être pour envoyer des députés, eurodéputés à Strasbourg et à Bruxelles pendant quelques mois, ça paraît surréaliste. Sauf que derrière ça, il y a un pari politique. C'est qu'à partir du moment où le Royaume-Uni tiendra des élections européennes, et on le saura très vite, on le saura dans le mois qui vient, à ce moment-là, la donne politique va être réouverte. Ou en tout cas, elle peut l'être. Parce qu'on aura de fait une concurrence de deux votes, de deux scrutins. Celui du 23 juin 2016, qui était un référendum qui s'est soldé par la victoire du Brexit, des partisans du Brexit, à 51,9%, et le scrutin européen, on peut quand même faire confiance aux Britanniques pour le tenir correctement, qui aura un résultat. Alors peut-être que ce sera à nouveau la victoire des Brexiteurs, et dans ce cas, la messe sera totalement dite. Mais imaginez qu'à l'issue de ce scrutin, le camp du Remain, quels que soient les partis politiques qui portent cette idée, c'est-à-dire ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, imaginez qu'ils soient nettement devant. Alors là, on se trouve devant une situation politique inédite. C'est surréaliste, oui, mais le résultat qui peut en sortir, lui, sera peut-être justement pragmatique et permettra peut-être, qui sait, et c'est ce que les Allemands pensent aussi, mais ça, ils ne le disent pas officiellement, mais je peux vous dire qu'ils le disent dans les briefings off aux journalistes, qu'in fine, le Royaume-Uni restera dans l'Union européenne. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Richard sur le danger économique du no deal, du départ. Je crois que c'est un problème extrêmement réel et que c'est un problème, ce qui rend un peu paradoxal la position française par rapport à celle des autres, c'est un problème qui concerne au premier chef les Français. Parce que nous sommes la seule frontière terrestre avec le Royaume-Uni. Nous avons des échanges extrêmement nourris avec eux. Nous exportons beaucoup. Toute la façade nord du pays sera impactée, comme on dit en bon français maintenant, par un no deal. Bon, cela dit, là où je ne suis pas d'accord avec vous, cher ami, c'est que je crois que nous n'avons pas les moyens de régler ce problème. Les Britanniques ont fait un référendum il y a maintenant près de 3 ans. Il y a 2 ans, ils ont annoncé qu'ils partaient. Ensuite, on a négocié, le gouvernement britannique a négocié intelligemment, parce que les fonctionnaires britanniques sont de qualité et sont habités par la même conscience des risques que celle que vous exprimez. On négociait avec M. Barnier, qui lui-même a été un négociateur habile, déterminé, mais conciliant quand il le fallait. On est arrivé à un accord. Maintenant, on est dans la situation merveilleusement décrite par Nicolas il y a un instant, où les Britanniques sont incapables, le Parlement britannique est incapable de prendre une position. Ça peut durer éternellement. Donc, je crois que c'est un problème. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous devons continuer à faire ce que nous pouvons, mais nous sommes dans une situation où la question dépend d'eux. Il y a 3 options. Il y a une option de celle que vous évoquez à la fin,
qui n'est pas la plus probable, mais qui n'est pas impossible, celle du Remain. Il y a une option, celle d'un Brexit coopératif et de maintien de relations étroites avec l'Union européenne, qui est celle qui est impliquée par l'accord de Barnier-May. Et troisièmement, une rupture dure qui est incarnée par Boris Johnson, etc. Cette décision ne nous appartient pas. Et la deuxième chose, c'est que je crois, quand vous parlez de Merkel bashing, peut-être en France, mais en Europe, on a eu un Macron bashing, et je trouve que c'est très injuste, parce que, évidemment, je sais que quand on est cartésien en Europe, on est qualifié de psychorigide. Moi, j'avais fait un discours un jour, quand je suis arrivé au Parlement, j'ai fait un beau discours, et puis les gens ont dit « Ah, quel merveilleux discours cartésien !» Je me suis dit, ils sont très sensibles à la qualité de mon argumentation. Pas du tout. Ça voulait dire que j'étais totalement psychorigide et incapable de souplesse pragmatique et c'était faux. Nécessaire. C'était tout à fait faux. Bien entendu. Et je crois que Macron, dans cette affaire, a apporté un minimum de cohérence. Ce qui domine juridiquement la situation, c'est l'interprétation de l'article 50 par la Cour de justice. L'article 50 était fait pour que le pays qui avait décidé de partir, la décision était prise, on se réserve 2 années pour aménager les conditions de son départ. Et si ces conditions n'étaient données pas lieu à un accord, il partait quand même. La Cour de justice, en se fondant sur un terme impropre de l'article, qui était notifie son intention, l'État concerné notifie son intention et non pas sa décision, a dit « intention n'est pas décision, donc tant que la période de 2 ans ou la période de négociation n'est pas terminée, l'État peut rester ». Et donc, on est arrivé... Alors, ça fiche en l'air tout l'équilibre de l'article 50, qui était une sorte de compte à rebours, de pression, etc. Tout ça est par terre, et maintenant on estime que la décision de partir, ce qui justifie d'ailleurs, c'est pour ça que la Cour l'a envisagé, l'hypothèse du Remain, la décision de partir, elle n'a pas été prise, elle sera prise 2 ans plus tard. Elle sera prise au bout de la période. Et on en est donc là. Et alors, ça veut dire que nous sommes dans une situation absurde, parce que comme dirait M. de la Palisse, tant qu'on n'est pas sorti, on est membre de l'Union européenne et qu'on doit assumer toutes ses obligations. Donc, soit les Britanniques sortaient maintenant, s'ils ne voulaient pas faire d'élections européennes, ils sortaient maintenant. C'était obligatoire, puisque quand on est dedans, on doit assumer toutes les obligations institutionnelles de l'Union. Soit, il faut que j'explique ça quand même, soit il disait... On fait les élections européennes, et ça nous reportait au 30 juin. C'est ce qu'avait demandé Madame May. Monsieur Macron défendait la position de Madame May. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que Madame Merkel a dit à Monsieur Tusk de parler en ces termes. Les Juncker, Tusk et Merkel ont dit non, le 30 juin, ça ne suffit pas. Et du coup, on est dans une situation totalement absurde, parce que là, la séance constitutive du Parlement européen va être mais complètement foireuse. La principale délégation du Parti socialiste, du groupe socialiste, sera le Labour en mois de juillet. Les populistes vont être évidemment très gonflés. Alors ça serait très logique s'ils restaient, mais on n'est pas dans un régime d'abonnés absents, on est dans un régime de désabonnés présents. C'est quand même extrêmement particulier, cette situation. Toute la répartition des présidents de commission, des vice-présidents de groupe, l'élection du Parlement européen, la désignation du président de la commission est modifiée dans ses équilibres par le maintien d'un partenaire qui est destiné à partir dans les 2 mois. On danse sur la tête. La logique aurait été de prolonger jusqu'au 30 juin. Ensuite, le 30 juin, on aurait vu si, comme Richard le suggérait, et ça je suis tout à fait d'accord avec lui, les élections au Parlement européen en Angleterre changeaient la donne, on aurait une nouvelle donne, et à ce moment-là, on aurait été en mesure de prendre une décision. Mais la décision au 31 octobre est une décision complètement absurde. Oui, Halloween, c'est ça, c'est pas tous les saints, c'est tous les diables. Pour les orateurs qui estimeraient n'avoir pas eu le temps nécessaire à exprimer la totalité de leurs pensées, je rappelle que les émissions en public sont suivies de ce que nous appelons le BADA, c'est-à-dire d'une demi-heure d'échange avec la salle qui va nous poser des questions, car pour le moment, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, qu'à la demande générale, je vais ouvrir
en reprenant une recommandation qui avait été faite par, je crois, François Bujon de l'Étang, qui était l'exposition des 500 dessins de maîtres du musée Pouchkine, qui a lieu à la Fondation Custodia, qui est quelque part juste derrière l'Assemblée nationale, et où il y a des dessins non seulement magnifiques, mais de toutes les époques. Et personnellement, j'ai été saisi par 2 étonnants dessins de Paul Klee. Richard Verly. Alors, je voudrais recommander 2 lectures, et des lectures qui peut-être sont pas aussi, je dirais, hautement intellectuelles que celles préconisées souvent ici, mais qui en disent beaucoup sur le climat politique français. Le premier, c'est ce livre écrit par celui qui se présente comme l'acolyte de Monsieur Benalla, Vincent Crasse, présumé coupable. On y apprend ce qu'était au fond l'amateurisme affolant de la Macronie, donc je vous en suggère la lecture. Et le deuxième, c'est le livre de Daniel Salnave, dans cette jolie collection de tracts de Gallimard, Jojo le gilet jaune. C'est toujours bon un petit peu de revenir aux fondamentaux. Or, les gilets jaunes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, font partie des fondamentaux français. Nicolas Bavrez. 2 recommandations. L'exposition Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette, parce que les 150 objets qui sont présentés sont extraordinaires et qu'il y a un double parcours, à la fois le parcours du roi dans le royaume des morts et puis le parcours de cette découverte extraordinaire par Howard Carter, et que ça vaut vraiment la peine d'aller voir cette exposition. Et, pardon. Vas-y. Autre suggestion, Christophe Jaffrelot, qui a publié L'Inde de Modi. C'est vrai qu'on s'intéresse trop peu à l'Asie en France. Nous avons fait l'année dernière une émission thématique le week-end dernier sur l'Inde, pour ne pas avoir été avec Christophe Jaffrelot, qui est un très remarquable connaisseur, et je crois pu apporter pas mal de choses à nos auditeurs. Mais continuez. Et il se trouve que donc le 11 avril, c'est le début de ces élections qui vont se durer jusqu'au 19 mai. On a quand même 900 millions d'électeurs, donc ça n'a pas d'équivalent dans le monde. Et pour essayer de comprendre cette élection, c'est vrai que c'est une sorte de référendum autour du personnage de Narendra Modi, qui est un national-populiste qui finalement a utilisé la haine contre les musulmans pour essayer de modifier le système des castes. Et Jaffrelot montre ça très bien. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Écoutez-moi, à l'heure où la question de Julian Assange défraie vraiment la chronique, est-il un lanceur d'alerte, est-il un allié de Trump et de Poutine, je voulais recommander, une fois n'est pas coutume, le dernier numéro de la revue Esprit, qui s'appelle « Lancer l'alerte » et qui ne donne pas la parole à Julian Assange, mais qui donne par exemple la parole à Patrick Veil, qui nous propose de donner l'asile politique à Edward Snowden. Nous sommes très gauchistes à Esprit. Et qui aussi sollicite Francis Chateau-Renaud, qui est le chercheur qui, en France, a inventé le terme de lanceur d'alerte, qui n'est pas du tout la traduction littérale de whistleblower. Et voilà, donc je pense que c'est assez intéressant de revenir sur l'historique de qu'est-ce que c'est que lancer l'alerte. J'ajouterais que nous avons aussi interrogé une éminente conseillère d'État, puisque le Conseil d'État en 2016 avait fait un rapport sur lancer l'alerte qui n'est pas du tout gauchiste. Nous sommes très favorables à la recommandation de toutes les revues qui sont des aliments indispensables à ceux qui essayent de réfléchir à l'actualité et qui malheureusement sont trop peu cités dans les journaux et d'une manière générale. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais, j'ai plein de choses, mais je ne vais pas les faire dire tout. Je voudrais d'abord... heureusement que les auditeurs n'ont pas la radio, sinon ils seraient aussi inquiets que moi. Non, pas l'image, je veux dire. Je voudrais recommander l'article paru dans la revue Études d'Hervé Lebras sur, ça s'appelle la voiture, les gilets jaunes et le Rassemblement national. Alors Hervé Lebras, c'est le type même du polytechnicien fou. C'est-à-dire le polytechnicien fou, c'est un homme génial. C'est-à-dire c'est un homme qui rentre dans les statistiques et qui les utilise de façon tout à fait intéressante. Alors sur les gilets jaunes, il montre quand même quelque chose de très important, que c'est véritablement le rôle absolument central de la voiture dans la colère et dans la réponse de la société actuelle à la crise des services publics. Je crois que c'est ça qui est au cœur des choses. Par exemple, il montre une chose très intéressante, c'est que le nombre de foyers
qui ont 2 voitures et non pas une est indépendant du niveau de revenu. Ce n'est pas un indice de richesse, c'est un indice de nécessité. Il montre la place absolument décisive du budget de la voiture sur le pouvoir d'achat des gens, des gens de la campagne, pas des gens de pas de tout le monde. Et donc, il montre à quel point nous avons été, je me mets dans le lot, parce que je n'ai pas du tout vu venir ça avec l'acuité nécessaire, les gens qui n'avaient pas compris cet élément décisif. Et puis, deuxièmement, il fait une analyse sur le Rassemblement national à travers la voiture. Alors là, c'est assez foutraque, mais c'est génial. Il montre que le Front national se développe dans les villas, dans les endroits de hameaux regroupés, des villages regroupés et de champs ouverts par rapport aux pays bocagés. Pourquoi? Parce que dans les villages regroupés, eh bien, dans les villages concentrés, la voiture est un instrument de fuite et de non-solidarité sociale. Et donc, ça développe le Front national. Alors que dans les hameaux, la voiture est un instrument de rapprochement des hameaux et de solidarité sociale. Ça mérite certainement d'être analysé, contredit, prouvé, etc. Mais c'est une sacrée piste d'analyse que je vous recommande. Merci Jean-Louis, votre résumé montre que vous, en effet, vous n'avez pas fait Polytechnique, mais vous avez fait l'ENA. Je vous recommande donc d'aller voir Europium à la Grande Halle de la Villette. Je vous rappelle que c'est le 10 et le 11 mai et que lavillette.com, vous trouverez ça. Vous trouverez sur le site lavillette.com tous les renseignements nécessaires. Je vous rappelle aussi que cette émission est préparée avec Charlotte Montier, Nicolas Tourneau assure la gestion du site, Benoît Carré la retranscription de notre compendium, Laurie Galigani pour Nouvelles Écoutes et Christian Sory pour l'École alsacienne assure la prise de son de cette émission. Je remercie une dernière fois cette année l'École alsacienne, mais nous reviendrons l'année prochaine les remercier. Comme je vous l'ai dit, la prochaine émission en public aura lieu le 12 mai dans un endroit qui sera signalé sur notre site. Et puis donc, je vous le redis, la semaine prochaine, une émission thématique que je vous recommande chaleureusement, car comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a déjà été enregistrée, donc je sais ce qu'il y a dedans, moi. C'est une émission sur la Syrie. Merci au public qui nous a, comme d'habitude, soutenus et qui a bravé, encore une fois, le marathon, le beau temps, etc., etc. Et donc, nous nous retrouvons dans un instant, pour tous ceux qui le souhaitent, pour la période dite du BADA, des questions et des échanges avec le public. Merci beaucoup.